Monsieur le garde des Sceaux, merci de votre présence d'abord. La France fait partie des pays européens qui ont vu partir le plus de jeunes hommes et femmes pour combattre en Irak et en Syrie aux côtés de l'organisation islamiste Daesh. On parle de plus de 1400 personnes ayant fait un séjour dans cette zone entre 2012 et la chute de l'organisation terroriste en 2019. 3 ans plus tard, le nombre de Français détenus dans le nord de la Syrie est encore de plusieurs centaines, sans que nous disposions de chiffres exacts. Parmi eux, des enfants sont détenus avec ou même sans leurs parents. Là encore, les chiffres exacts nous font défaut, mais sans doute, peut-être, vous allez pouvoir nous en communiquer, en tous les cas de ceux que vous disposez. Notre pays a toujours refusé le principe d'un retour général de tous les détenus français, mais a procédé au cas par cas à des rapatriements de femmes et d'enfants, notamment au mois de juillet dernier et encore lundi dernier. À ce jour, les décisions de la France en la matière sont des actes de gouvernement au sens du droit public et donc insusceptibles de recours devant les juges nationaux. Saisis par des familles, des personnes ayant demandé sans succès leur rapatriement, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu, le 14 septembre dernier, un arrêt confortant la position française d'examen au cas par cas. Mais, parce qu'il y a un mais, la Cour exige que les décisions prises par le gouvernement puissent faire l'objet d'un contrôle indépendant pour prévenir tout arbitraire et garantir la prise en compte notamment de l'intérêt supérieur de l'enfant. Les décisions de refus de rapatriement prises jusqu'à présent et qui étaient sans ce contrôle, qui n'existent pas pour le moment, doivent en conséquence de cette jurisprudence peut-être être réexaminées. Monsieur le ministre, nous souhaitons bien sûr vous entendre sur 2 points principaux. Le premier, quelle est l'ampleur de la situation à laquelle nous devons faire face aujourd'hui? Combien de Français et parmi eux, combien d'enfants peuvent demander leur rapatriement sur le territoire national depuis le nord de la Syrie? Quelle sera la doctrine du gouvernement en la matière, singulièrement à l'égard de ces enfants? Et enfin, au vu de la jurisprudence de la CEDH, qui pourrait conduire à des rapatriements peut-être plus nombreux dans les prochains mois d'ailleurs, comment faire face à cette situation? Voilà, 2 pistes, Monsieur le Ministre. Naturellement, j'imagine bien que les collègues ici présents poseront des questions, mais je vous laisse immédiatement la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Commission des lois, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, vous avez souhaité m'entendre sur, je vous en prie, sur l'épineuse question des combattants et combattantes revenus des zones de guerre en Syrie et en Irak et de leurs enfants. Je tiens à vous en remercier car c'est effectivement un sujet complexe qui justifie la pleine mobilisation du gouvernement et du Parlement. Car vous le savez, il interroge nos valeurs, notre humanité, en posant à la fois des enjeux absolument considérables pour notre sécurité et pour celle de nos concitoyens. Durant presque 5 ans, Daesh a étendu son emprise en Irak et en Syrie sur un territoire de la taille proche de celui de la Grande-Bretagne. La barbarie la plus féroce, portée par l'idéologie islamiste, s'est abattue sur ces régions et sur ses habitants. Nous avons tous été témoins des horreurs qui se sont succédées, décapitations, exécutions massives, rapts, viols en masse, destruction massive de sites historiques. Tout cela porté par une propagande terrifiante, spécialement conçue pour s'adresser à la jeunesse occidentale. Daesh
a malheureusement attiré de nombreux combattants terroristes, femmes et hommes. Et en ce qui concerne la France, le nombre de nos ressortissants ayant rejoint les rangs de Daesh est estimé, je dis bien est estimé, à 1500. Beaucoup ont reçu un entraînement pour mener une guerre, ainsi qu'un endoctrinement porté par une idéologie islamiste. Et vous le savez, notre pays a subi ce terrorisme dans sa chair. Notre pays a fait partie des cibles, je le dis bien sûr avec gravité, car il fait, hélas, toujours partie des cibles. Aujourd'hui, nombre de ces combattants ont été tués, notamment dans les combats en Irak et en Syrie. Lorsqu'il a été mis fin à Daesh, d'autres ont été arrêtés et condamnés en Irak. D'autres sont retenus dans les camps du nord-est syrien sous contrôle kurde. D'autres, enfin, sont rentrés volontairement ou ont été expulsés par les autorités turques dans le cadre de ce que nous avons appelé le protocole Cazeneuve. Tous les hommes et toutes les femmes qui sont rentrés ont fait l'objet de poursuites pénales systématiques en France. La capacité de projection opérationnelle de Daesh s'est aujourd'hui considérablement réduite, mais la menace liée au retour de ces djihadistes en Europe demeure réelle. Les combattants terroristes encore sur zone font bien sûr l'objet d'un suivi attentif. Il en est évidemment de même des revenants incarcérés ou remis en liberté. Les services de renseignement et les autorités judiciaires en charge de la lutte contre le terrorisme sont bien sûr mobilisés sur ces enjeux majeurs pour notre sécurité. C'est simple, dès que le parquet national antiterroriste a connaissance du départ ou du maintien sur zone de ressortissants français postérieurement aux attentats de janvier 2015, il ouvre systématiquement une procédure du chef d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Notre politique pénale ne distingue pas entre les hommes et les femmes, sauf à démontrer l'existence d'un élément de contrainte. Les femmes parties sur zone sont traitées comme les hommes, compte tenu de leur niveau d'endoctrinement et de la place qui était souvent conférée, qui leur était conférée au sein de Daesh. C'est exactement ce qui s'est passé en juillet dernier, lors du retour de 16 femmes, accompagnées de leurs enfants, toutes ont été mises en examen et incarcérées. Quel est le suivi de revenants pendant la détention ? Fin septembre, 129 revenants de zone irako-syrienne, dont 51 femmes sont incarcérées dans les établissements susceptibles d'accueillir les publics terroristes islamistes femmes, les TIS. Les femmes comme les hommes ont vocation à entrer dans le dispositif de prise en charge de la radicalisation. Celui-ci, comme vous le savez, repose sur des phases successives d'évaluation et de prise en charge de la radicalisation dans des quartiers spécialisés par des équipes spécialement formées, notamment si un risque de prosélytisme, voire de passage à l'acte violent, est identifié. La situation de chaque détenu fait l'objet d'un réexamen régulier, notamment pour adapter les mesures de sécurité. Et le renseignement pénitentiaire est également et logiquement mobilisé. Alors sortie, la loi du 30 juillet 2021 a comblé, comme vous le savez, un vide en permettant de poursuivre la prise en charge et le suivi à l'issue de la détention en sus des éventuelles mesures administratives. S'agissant de la prise en charge des enfants, la situation est bien sûr différente. Contrairement à leurs parents, les enfants n'ont pas fait le choix de rejoindre Daesh et notre responsabilité à leur égard est de concilier humanité d'abord, car contrairement à leurs parents, ils n'ont pas choisi de devenir terroristes, et aussi une grande prudence et un grand pragmatisme, car ces enfants, considérés par la propagande islamiste comme, je cite, les lionceaux du califat, sont aussi des enjeux d'influence pour Daesh, qui les a souvent endoctrinés dès le plus jeune âge, et ils ont tous, absolument tous, vécu des expériences traumatisantes. Leur récit, qui parfois
ne se libèrent que quelques années après leur retour font à vrai dire froid dans le dos. Quelques chiffres de nouveau pour être très concrets, c'est une de vos demandes, Monsieur le Président. La France accueille 225 mineurs ayant séjourné dans une zone d'opération des groupes terroristes. Parmi eux, 217 ont séjourné en zone irako-syrienne et 8 autres enfants dans d'autres zones de conflit, Afghanistan, Libye, Yémen. La plupart de ces enfants sont rentrés avec leurs parents, soit parce que ceux-ci ont été expulsés, notamment de Turquie, soit parce qu'ils sont rentrés spontanément sur le territoire national. Par ailleurs, 77 mineurs ont été rapatriés par les autorités françaises, dont 71 depuis les camps de Rojava en 7 opérations successives, et cela entre le 15 mars 2019 et le 4 octobre 2022, et 6 autres depuis l'Irak. Comme vous le savez, une opération de rapatriement a été menée le 5 juillet 2022, permettant le retour de 35 mineurs et de 16 femmes. Il s'agissait de la 6e opération menée par la France pour permettre le retour de ces enfants, cette fois-ci avec leur mère. Une autre opération très ponctuelle a eu lieu hier pour ramener un enfant de 6 ans en situation médicale critique, ainsi que sa mère et son frère de 8 ans. L'enfant a été hospitalisé, la mère placée en détention provisoire. D'autres opérations pourront suivre lorsque les familles sont volontaires pour rentrer. Je vous abordais la question suivante, comment ces mineurs sont suivis. Sur les 225 mineurs de retour de zone, 218 ont fait l'objet d'une procédure en assistance éducative. 188 mesures sont aujourd'hui en cours. 11 d'entre eux ont fait l'objet de poursuites pénales du chef d'association de malfaiteurs terroristes. Leur âge, évidemment, a été pris en compte et ils sont aujourd'hui majeurs. Ces chiffres permettent de prendre la mesure du problème, d'appréhender la qualité de la réponse judiciaire que nous formulons. C'est en effet avec une extrême attention et une totale mobilisation que le gouvernement traite ce sujet difficile. Concernant les mineurs rapatriés par la France, un dispositif désormais rodé s'est mis en place sous la coordination du parquet national antiterroriste. Il articule un dispositif national de suivi et des mesures individuelles pour chacun de ces mineurs. Le dispositif national a été reprécisé par une instruction interministérielle du 21 avril 2022 qui précise le circuit de prise en charge des mineurs à travers une répartition déconcentrée sur l'ensemble du territoire suivant les liens familiaux de ces enfants. Dans les jours qui viennent, je vais signer une circulaire de mise en œuvre spécifique de cette instruction dans le domaine judiciaire, mais déjà les dispositions de suivi renforcé préconisées par l'instruction ont été mises en œuvre à l'occasion des retours du mois de juillet dernier. Dans chaque département accueillant l'un de ces mineurs, un suivi doit s'organiser au sein des cellules départementales de prévention de la radicalisation et d'accompagnement des familles qui se réunissent pour l'occasion en formation restreinte sous la double responsabilité des procureurs de la République et des préfets. Les réunions de ces cellules départementales de prévention font l'objet de remontées systématiques d'informations au parquet national antiterroriste. Un comité interministériel de suivi se réunit à échéances régulières pour évaluer le fonctionnement du dispositif. Je peux vous dire qu'il s'est d'ailleurs réuni aujourd'hui même. Sur le plan individuel, tous les mineurs arrivés sur le territoire national font l'objet d'une prise en charge judiciaire, là aussi systématique. Cette prise en charge judiciaire cumule un placement à l'aide sociale à l'enfance du département et une mesure éducative en milieu ouvert. Une interdiction de sortie du territoire est aussi systématiquement requise. Cette prise en charge débute dès la descente de l'avion pour les mineurs rapatriés
des zones de groupement terroriste. Comme je l'ai dit, après une première évaluation, notamment sur les aspects médicaux, ils sont placés sur décision du procureur de la République dans des familles ou des structures d'accueil adaptées et rapidement rapprochés des lieux dans lesquels ils ont des liens familiaux, quand ils en ont encore. Ce sont alors les parquets locaux qui s'en saisissent. Lorsque leurs mères sont incarcérées, des parloirs médiatisés sont organisés afin d'assurer le maintien des liens familiaux entre les enfants et leurs mères. Il s'agit souvent d'enfants très jeunes. Les 2 tiers ont moins de 10 ans et 22 de ces enfants sont orphelins. 77 d'entre eux sont nés sur jaune et n'ont jamais connu la France. Ils arrivent sur notre territoire national sans état civil et sans lien de filiation établi. Cet aspect, bien sûr, est également pris en compte. Vous l'imaginez aisément, le suivi de ces enfants est un travail au long cours, qui, lorsque c'est possible, associe également les familles, mais souvent les grands-parents. Il mobilise tous les acteurs qui entourent ces enfants, éducateurs, magistrats, soignants, psychiatres, psychologues, enseignants, qui ont vocation à assurer une articulation entre le suivi administratif et l'indispensable suivi judiciaire. Il faut permettre à ces enfants de retrouver précisément une enfance aussi normale que possible, et ce, sans bien sûr relâcher notre vigilance. Mesdames et messieurs les sénateurs, l'attitude de la France concernant la situation des ressortissants retenus dans le nord-est syrien a été souvent fustigée devant différentes instances internationales, le Comité des droits de l'enfant ou le Comité contre la torture de l'ONU. Je veux ici vous dire que la position de la France est en réalité parfaitement équilibrée. Elle tient compte notamment du nombre de Français concernés, puisque la France fait partie des pays ayant le plus grand nombre de combattants terroristes étrangers. Elle poursuit, comme je l'ai dit, un objectif qui est de concilier humanité à l'égard en particulier des enfants et responsabilité au regard de notre sécurité collective qu'il nous incombe d'assurer. À cet égard, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 14 septembre dernier ne remet pas en cause cet équilibre. Comme le soutenait le gouvernement, la Cour considère que la France ne peut pas être tenue pour responsable des conditions de vie dans les camps du nord-est de la Syrie, puisqu'elle n'y exerce absolument pas sa juridiction. C'est du bon sens et c'est surtout la stricte et triste réalité. La Cour confirme également que les engagements internationaux de la France en matière de protection des droits de l'homme n'imposent pas à celle-ci de procéder au rapatriement des personnes retenues dans le nord-est syrien. Ces 2 points sont absolument fondamentaux. Certes, la France est condamnée, mais seulement pour n'avoir pas formalisé ni objectivé le processus décisionnel conduisant au non-rapatriement. Le gouvernement examine comment donner suite à cet arrêt afin de s'y conformer, mais comme je l'ai déjà dit, nous n'avons pas attendu cet arrêt pour agir et 77 enfants sont déjà rentrés et pris en charge. D'autres retours sont possibles, mais ils dépendent directement des conditions de sécurité sur place. J'entends sur ces questions tellement de faux experts qui nous débitent à longueur de propos des yaka faucon faudrait. Les choses sont difficiles. En cause, évidemment, la sécurité des différents intervenants, nos soldats, bien sûr. Des déchirements internes, parce que la femme qui accepte de livrer son enfant est elle-même victime des autres femmes qui sont restées là, puisqu'elle est considérée comme collabo. Donc, entre les rodomontades que l'on peut lire dans certaines gazettes et la réalité de terrain, il y a une nuance évidemment qui ne peut pas échapper au sénateur que vous êtes. J'ajoute que des évasions ont déjà eu lieu,
que Daesh pourrait essayer de récupérer des combattants terroristes, d'autant que la région est particulièrement instable et que l'autorité des forces kurdes qui tiennent les camps s'inscrit, je vais le dire comme ça, dans un cadre géopolitique d'une très très grande complexité. Et pour organiser les opérations de retour, lorsque c'est possible, c'est toujours très compliqué, très complexe, très difficile. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, d'une part au cas par cas, et que, deuxièmement, il ne suffit pas de claquer des doigts et d'affirmer un certain nombre de choses pour qu'elles se réalisent. À chaque fois que ces retours ont lieu, je le dis très clairement, la France doit assurer une réponse de fermeté pour les adultes, dans la réaffirmation, bien sûr, de nos règles et de l'état de droit. Et c'est ce qui nous différencie évidemment de la barbarie de Daesh. Je veux d'ailleurs ici saluer le bon déroulement du procès des terribles attentats du 13 novembre. C'est une véritable réussite, à en juger seulement par le fait que personne n'a interjeté appel et que donc tout le monde s'est satisfait de la décision. Je veux naturellement, avant de terminer mon propos liminaire et de répondre à vos questions, remercier ici tous les acteurs, magistrats, avocats, associations de victimes, greffiers, forces de l'ordre, qui ont permis que ce procès historique fasse pleinement honneur à notre pays et à notre état de droit. Et je veux enfin avoir une pensée appuyée pour les victimes de l'horrible attentat de Nice, dont le procès se déroule actuellement. La France doit faire en sorte de réintégrer ses enfants dans notre collectivité nationale. Vigilance, humanité, l'un ne peut en la matière aller sans l'autre. Assurer cette difficile mission est l'honneur de notre République, de mon ministère dans son champ de compétences, et nous sommes pleinement mobilisés pour y répondre. Voilà, Monsieur le Président, rapidement brosser la première intervention qui Merci. Merci, Monsieur le Ministre, pour l'ensemble de ces éléments. J'ai plusieurs demandes de parole. Et le premier d'entre nous est Monsieur Denis Wattebled, puis ensuite Monsieur Alain Marc. Merci, Monsieur le garde des Sceaux, pour vos précisions. J'avais 3 questions à vous poser. Bon, les conditions de retour de ces personnes, retour djihadistes, vous y avez répondu. Bien sûr, les poursuites pénales, vous y avez répondu. Et les moyens de réinsertion. Moi, je voudrais parler plus précisément du délai de jugement. Quand ces personnes vont entrer, entre le temps de revenir sur le sol et le délai de jugement. Parce que ce temps-là est important pour savoir, bien sûr, à qui on a affaire, si c'est très radicalisé ou pas légèrement radicalisé. Et surtout, les différentes étapes en fonction de l'état de la personne, s'il y a un gros travail de fond à faire ou si on peut récupérer facilement. Et au niveau des enfants également, dire que ça ne va pas être simple, parce que bon, je ne sais pas combien il faut de personnes par enfant, mais si on a 77 enfants, je suppose que c'est presque au cas par cas. Avez-vous les moyens financiers? Et dernière question, aurons-nous un retour d'étape, si on peut parler comme ça, dans un an pour reparler un peu du sujet, parce que je pense qu'il y aura plusieurs vagues. Là, on est au premier départ et si on arrive à la totalité, il faudra peut-être plus de monde qu'on a de personnes à la justice. Merci. Monsieur Alain Marc, puis ensuite Madame Maryse Carrère. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais savoir si nos établissements pénitentiaires sont dimensionnés pour recevoir des femmes radicalisées. Vous avez dit, et sans doute à juste titre, qu'il fallait que celles-ci soient proches de leurs enfants, les enfants eux-mêmes étant proches de leur famille lorsqu'il y en avait. Donc j'imagine que elles sont un petit peu disséminées sur le territoire, mais qu'en même temps, il faut concevoir un programme de déradicalisation pour ces mères, mais aussi pour ces mineurs qui sont endoctrinés. Et moi, j'aimerais savoir en quoi consiste ce programme de déradicalisation. Merci, Madame Carrère, puis Madame Eustache-Bregnaud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'aurai 2 questions. Et ma première question concernera la protection judiciaire de la jeunesse en vue du projet de loi de finances futur.
La question de la situation des enfants actuellement détenus avec leur mère et rapatriés de Syrie est appelée à se poser avec plus d'acuité. Les services de protection de l'enfance et la protection judiciaire de la jeunesse, spécialement en Île-de-France, car ces enfants arrivent dans les aéroports de la région parisienne, ont défini des modalités de prise en charge spécifiques pour ces mineurs. Ces modalités de prise en charge sont-elles appelées à évoluer et les moyens sont-ils suffisants et adaptés à l'accueil de ces mineurs? Ma deuxième question concernera des cas peut-être plus rares et vous avez rappelé les procédures au cas par cas et j'espère qu'ils concerneront aussi les enfants qui ont été amenés par leurs parents, sans avoir le choix, dans ces camps, et qui ont depuis atteint leur majorité, et qui sont souvent malheureusement orphelins, et dont les familles attendent impatiemment un dénouement pour récupérer ces jeunes adultes. Malheureusement, nous connaissons tous des situations dramatiques dans nos territoires. C'est le cas dans les Hautes-Pyrénées où la famille Rioux attend avec impatience et espère voir revenir leur nièce et petite fille Amina qui est aujourd'hui enfermée dans un camp en Syrie contre sa volonté et qui a malheureusement passé sa majorité. Je vous remercie. Merci. Madame Eustache-Bregnaud, puis ensuite Monsieur Stéphane Le Rudulier. Merci Monsieur le Président. D'abord, vous me permettrez d'avoir une pensée pour les centaines de morts liés aux attentats et liés surtout à cette idéologie mortifère et barbare et qui sont tombés en France. Et vous me permettrez quand même de rappeler, et je sais, Monsieur le Ministre, que la géopolitique est compliquée, je sais que ce sujet est compliqué, mais je voudrais quand même qu'on n'oublie pas que celles et ceux qui veulent rentrer chez nous ont applaudi ces attentats. Moi, je voulais le dire, c'est important pour moi, parce que nous avons tous été concernés par ces attentats, de près ou de loin, et on ne peut pas les oublier, et la France ne peut pas les oublier. Mais j'admets, Monsieur le Ministre, que rien n'est simple dans le contexte actuel. Moi, je voudrais, alors peut-être l'avez-vous dit, et peut-être n'ai-je pas bien entendu, je voudrais savoir combien sur zone il y a encore d'enfants à rapatrier. Je ne sais pas si vous l'avez précisé. Est-ce qu'on sait combien d'enfants devaient être rapatriés? Moi, je voudrais avoir le chiffre précis d'enfants qui sont revenus sans leur mère, c'est-à-dire combien d'enfants sont revenus avec les mères qui sont restées sur zone. Donc ça veut dire qu'il est possible de rapatrier les enfants sans leur mère. Je pense que ça, c'est important qu'on puisse connaître ce chiffre. Alors évidemment, la prise en charge des enfants, on connaît le contexte, on sait que c'est pas simple, on sait que chaque histoire est une histoire individuelle qui n'est pas comme celle du voisin, parce que ces enfants ont effectivement vécu l'horreur. Et je voudrais aussi avoir une information, Monsieur le Ministre, sur ces femmes en particulier qui sont revenues, qui sont parfois encore plus dangereuses que certains hommes. Est-ce que parmi celles qui sont rentrées, il y en a déjà qui sont ressorties, qui ont été incarcérées plus ou moins longtemps et qui sont déjà ressorties? Et si oui, quel est le suivi de ces femmes dans leur vie au quotidien? Est-ce qu'il y a un suivi, oui ou non? Et est-ce que c'est prévu? Merci. Monsieur Le Rudulier, puis Monsieur Reichart. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vous ai écouté avec attention et vous avez pris des précautions en termes de vocabulaire, puisque vous n'avez pas de mémoire employé le mot rapatriement, ce qui est très bien, puisque cela veut dire que nous n'avons pas de dette morale, en tout cas pour les personnes adultes, les femmes qui ont commis et qui ont violé toutes les valeurs qui ont fait l'identité de la France et plus largement le monde occidental. Mais au-delà de cette précision sémantique, il y a une véritable question de fond, c'est quelles sont les conséquences qu'entraîne le retour de ces femmes, notamment en détention. Puisque vous allez me détromper, mais de ce que je sais, c'est que ces femmes sont dans une prison en détention classique et que ces prisons ne sont pas adaptées pour leur accueillir ces femmes djihadistes. Et donc il y a véritablement, et vous l'avez dit dans votre propos, un risque d'influence, d'endoctrinement, de prosélytisme dans le milieu carcéral. Et si on se réfère un peu à nos pays voisins, on voit que le Royaume-Uni a retiré la nationalité et interdit le retour de plus de 150 djihadistes. Le Danemark est sur la même trajectoire. En clair, n'est-il pas temps pour nous qu'on fasse de même
et qu'on s'interroge sur cette fameuse déchéance de nationalité de ces personnes. Doit-on considérer ces femmes djihadistes comme des Français? Ce serait peut-être l'occasion aussi d'envoyer un message assez fort et assez clair à nos concitoyens et au reste du monde. En France, il n'y a aucune place de quelque nature que ce soit pour ceux qui violent nos valeurs. N'est-il pas plus juste, en clair, qu'elles soient jugées dans le pays où elles ont commis ces actes terroristes? Et bien évidemment, seuls les enfants méritent d'être rapatriés au nom de leur propre intérêt. Merci. Merci, Monsieur Lehaudulier. Monsieur André Reichardt, puis Monsieur Bonnecarrère. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci pour vos informations. J'aurais souhaité vous poser 2 questions complémentaires en lien avec les chiffres que vous nous avez déjà indiqués. La première question, qui va d'ailleurs en droite ligne de celle de Jacqueline Eustache-Brignot, est-ce que vous avez une idée du nombre de ressortissants français qui restent encore détenus sur zone? Alors bien entendu, enfants, c'est la question de Jacqueline, mais bien sûr aussi de combattants. Ma question tout de suite incidente, la deuxième question, la question tout de suite incidente, c'est que faire de ces gens? Et donc plus précisément, comment la France, qui n'est pas contrainte en vertu de la Cour européenne, de la décision de la Cour européenne de justice, n'est pas contrainte de les rapatrier, que veut faire le gouvernement à l'égard de ces personnes qui sont encore détenues sur zone? Est-ce que vous envisagez de faire un choix, un tri, un cas par cas, sur la base de quels critères le cas échéant, ou est-ce qu'à terme, le gouvernement envisage un rapatriement total? Et ma question tout de suite incidente est la suivante. Est-ce que les personnes qui se trouvent à l'heure actuelle rapatriées, entre guillemets, en France et détenues, ont-elles toutes fait une demande à cet égard? Est-ce que c'est toujours sur demande des gens concernés? Il n'y a pas, par exemple, dans le protocole Cazeneuve, il n'y a jamais eu d'obligation pour des gens de rentrer, livrés, par exemple, par la Turquie. C'est une demande à chaque fois. Donc, si demande il y a, je répète ma question, y a-t-il un choix des autorités françaises à l'égard de telle ou telle personne, selon qu'elle aurait plus participé, qu'elle aurait, pour être clair, plus de sang sur les mains? Et enfin, nous avons eu, la commission des lois a eu l'occasion d'aller visiter Rennes et notamment de constater les efforts qui étaient faits par le gouvernement français, tout particulièrement en ce qui concerne la déradicalisation des femmes. Même question que posée par une collègue tout à l'heure. Compte tenu du nombre de personnes qui restent encore détenues sur zone, est-ce que la France a des capacités à la fois de recevoir ces gens, mais à multiplier, le cas échéant, l'expérience de Rennes? Merci, M. Reichardt. M. Philippe Bonnecarrère, puis ensuite M. Jean-Pierre Sueur. Oui, merci, Monsieur le garde des Sceaux, pour ces observations sur un sujet que l'on sait délicat et sur lequel l'humilité est particulièrement de rigueur. Je voudrais éviter les anecdotes, mais ayant été, comme beaucoup d'entre vous, maire, je garde quand même le souvenir douloureux de n'avoir su que bien après que 5 jeunes albigeois étaient partis au djihad. Et cela m'avait permis de me rendre compte que je ne savais pas aussi bien que je l'avais imaginé ce qui se passait dans la ville que je gérais. Donc beaucoup d'humilité. 2 questions. La première concernant le suivi des mineurs. Pour les maires, je pense que vous avez des dispositifs juridiques tout à fait suffisants. Les incriminations en matière de terrorisme, d'actes préparatoires, d'associations, etc. sont suffisamment larges, à mon avis, pour assurer la couverture. Et derrière, vous avez, comme vous l'avez rappelé, avec la loi de 2021, les mesures administratives de type MICAS. Sur les mineurs, je vois mal quelle peut être la compétence du PNAT. Vous avez évoqué des cellules départementales. J'entendrai vos observations là-dessus. Vous avez évoqué des cellules départementales. Je pense que l'objectif des parlementaires, c'est d'avoir la certitude que ces mineurs feront effectivement l'objet d'un suivi très précis. Le monde des AEMO, etc.,
fait que c'est les départements qui, en pratique, prennent la main là-dessus. Donc, est-ce que les départements sont avertis un petit peu du parcours de ces enfants? Et en résumé, est-ce que vous pouvez nous garantir la capacité de notre pays à suivre dans la durée, dans la mesure où la majorité de ces enfants ont moins de 10 ans, l'enjeu c'est d'avoir une visibilité pour la dizaine d'années qui vient. Comment vous le centralisez? Comment vous l'organisez? Deuxième question. La CEDH, effectivement, n'oblige pas à un rapatriement. Elle prévoit simplement que la décision doit être prise soit par un juge, soit par une autorité indépendante, on ne voit pas très bien laquelle, et qu'il y ait une modalité de recours. Est-ce que vous avez défini, puisque je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va y avoir des recours dans les mois et dans l'année qui viennent, est-ce que vous avez défini une procédure pour savoir qui prend la décision, positive et négative, et quelle est la modalité de recours? Et par précaution, j'allais presque jusqu'à dire, est-ce que vous avez ou non besoin d'un véhicule législatif là-dessus, ou vos dispositifs réglementaires vous permettent de mettre en place cette méthodologie de traitement des recours? Merci. Merci, M. Bonnecarrère. Donc, M. Jean-Pierre Sueur, et ensuite, ce sera M. Loïc Hervé. Monsieur le Président, je voulais, comme d'autres collègues, vous demander, Monsieur le Ministre, si vous pouviez nous dire combien de femmes et d'enfants restent dans ces camps. Oui, restent dans ces camps. Combien de femmes ont refusé le retour? Et donc, combien reste-t-il de femmes qui n'ont pas refusé le retour et d'enfants? Et est-ce que vous comptez donc multiplier les opérations jusqu'à ce qu'on puisse organiser le retour de toutes les personnes qui en expriment la volonté, et des enfants bien sûr? J'ai une deuxième question qui prolonge celle de M. Vatteblé par rapport à la déradicalisation. Nous avons fait dans la commission des études déjà par le passé, et moi je suis très critique sur un certain nombre d'officines auxquelles on a fait appel pour organiser la déradicalisation, avec des dispositifs très sommaires qui consistent à laisser penser que dès qu'on a reçu une vidéo, après une deuxième vidéo, un enseignement, une troisième vidéo, voilà, on est déradicalisé. C'est complètement illusoire. Vous comprenez, quand vous pensez quelque chose dans votre tête, que vous avez une conviction intime, c'est compliqué d'arriver à ce que vous vous en détachiez et à ce que vous pensiez le contraire. Donc en fait, c'est un processus très difficile qui demande sans doute le concours de personnes ayant des capacités en psychologie, voire plus, très, très élaborées, et qui prend du temps. Donc je voulais vous demander quelle est la nature de cette déradicalisation, à la fois au sein des établissements pénitentiaires et en dehors. Merci, M. Sueur. M. Hervé, puis Mme Belriti. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. J'avais des questions de deux ordres. D'abord, qu'on vienne peut-être sur une dimension qui n'a pas été abordée jusqu'à maintenant, qui est la question de la dimension européenne. Comment est-ce que cette même situation est gérée par nos voisins européens, notamment par les Anglais? Ça pourrait peut-être nous inspirer, nous intéresser de voir comment les Anglais, les Allemands, les Italiens, les pays de l'Est de l'Europe gèrent ces situations-là, parce qu'ils ont connu aussi des départs au djihad. Et j'imagine qu'ils ont eux-mêmes des stratégies. Je ne remets pas en cause la dimension nationale de la stratégie, mais je me dis qu'il doit y avoir peut-être d'autres manières de gérer la chose. Et avons-nous une politique de coopération européenne en la matière? Et ma deuxième question, c'est la question des droits des grands-parents. J'ai vu quelques émissions sur le sujet de grands-parents qui ont des petits-enfants qu'ils ne connaissent pas. Et est-ce qu'il y a des dispositifs spécifiques qui sont
mis en œuvre pour préserver leurs droits vis-à-vis de ces enfants. Et à l'égard aussi des enfants en question, bien évidemment. Merci beaucoup. Merci, M. Hervé. Madame Belriti, puis ensuite Madame L'Herbier. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, les demandes de repatriement de ressortissants français depuis l'étranger sont jusqu'à ce jour considérées comme irrecevables par le Conseil d'État, qui y voit des actes de gouvernement totalement injusticiables. Or, le 14 septembre dernier, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France dans une affaire relative à des rapatriements depuis la Syrie, affirmant que ces demandes devraient être examinées par une juridiction française et que les motifs de la décision de non-rapatriement devaient au moins faire l'objet d'un contrôle minimum. Quelle évolution jurisprudentielle faut-il attendre, selon vous, du Conseil d'État compte tenu de cette décision ? Merci, Mme Belriti. Mme L'Herbier, puis M. Thani Mohamed Soilihi. Oui, Monsieur le Ministre. Moi, j'aimerais savoir comment on va, si ce n'est former, mais tout au moins aider les juges chargés de ces enfants. Les juges des enfants sont particulièrement attentifs à l'aspect psychologique, etc. Certes, ils ont été formés en amont pour ce genre de problème. Mais là, on est quand même dans une dimension extraordinaire. Vont-ils avoir une formation en surplus? Vu le nombre d'enfants, il va y avoir un nombre de magistrats très important chargés de ce suivi. Est-ce qu'au fur et à mesure de l'évolution de ce qu'on constate, on va adapter une formation quelconque à ces magistrats? Et ma deuxième question, si vous voulez bien, Monsieur le Ministre, concerne la prise en charge de ces enfants. On a parlé tout à l'heure d'aide sociale à l'enfance. Est-ce qu'il y a un risque que l'on puisse un jour ou l'autre avoir des enfants de ce style placés avec des enfants de droit commun chez les assistantes familiales qui ne seraient pas forcément très formées non plus pour gérer tout ça, que ce soit chez les assistantes familiales, dans les foyers ou autres? Comment on va gérer la confrontation entre ces deux mondes, sachant que les enfants de l'aide sociale à l'enfant sont déjà des enfants fragiles et qu'il ne faut pas en rajouter encore plus dans leur situation? Merci, Madame. Monsieur Thani Mohamed Soilihi, puis Madame Marie Mercier. Monsieur le Président, ma question a été posée par Loïc Hervé, qui consistait à demander ce que faisaient les pays où règne un état de droit, que ce soit en Europe ou dans le monde. La France est le pays le plus concerné, Monsieur le garde des Sceaux l'a précisé, mais est-ce que d'autres pays démocratiques sont concernés et quel traitement réserve-t-il à cette situation? Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le garde des Sceaux, mes chers collègues. Nous sommes donc allés à la prison des femmes de Rennes. Je peux vous dire que ce sont des visites extrêmement marquantes. Ce sont des quartiers très sécurisés, ce sont des femmes, donc les détenues ne se croisent pas. Elles restent dans leur quartier extrêmement fermé. J'ai bien regardé le nom sur les cellules. Il y avait un nom bien breton et il y avait des noms qui ne l'étaient pas. En fait, toute la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de profil type de ces femmes terroristes. Donc, comme il n'y a pas de profil type, sauf peut-être quelques failles narcissiques chez elles, la prise en charge en est d'autant plus difficile puisqu'il faut la mettre en œuvre d'une façon quasiment personnalisée. Donc cette prise en charge, elle est considérable, avec énormément d'activités. C'est 18 heures sur 24 avec un personnel hors pair. Et deux écueils. L'observance des activités, comme on peut parler de l'observance du traitement. Elles y vont, ça c'est sûr, mais parallèlement à ça, peut y avoir une forme d'accoutumance, c'est-à-dire une forme de manipulation à l'envers. Mon cher collègue, vous parlez de déradicalisation. Dans ces quartiers, on ne parle pas déradicalisation, on parle prise en charge de la radicalisation. Donc ce sont des écueils terribles qui nécessitent énormément de monde formé. Et en général, le personnel qui est là est volontaire pour être formé. Donc il y a des CEPIP encore plus qu'ailleurs. Il y a des médiateurs des faits religieux
qui ne sont pas des aumôniers, hein, mais des médiateurs des faits religieux, c'est-à-dire avec des formations en histoire, en géopolitique, etc. Donc en fait, ma question, c'est que l'observance, l'accoutumance, le diagnostic de l'accoutumance, c'est-à-dire de la taquilla, parce que ces femmes, elles vont rester 6 mois, puis encore 6 mois, puis peut-être encore 6 mois. Donc ce sont des prises en charge, pardonnez-moi, mais il faut parler budget, qui sont coûteuses. Donc nous avons posé la question. Il semblerait que pour Rennes, on ait 1 an de recul, mais qu'on soit déjà peut-être à 60 000 €. Mais ma question, en fait, c'est que tous ces gens qui se donnent, les accompagnants, je dirais, qui se donnent pour prendre en charge ces femmes très difficiles, en fait, elles ne vont pas gagner plus que quand elles sont avec des détenus de droit commun. Or, c'est particulièrement difficile. Donc, je voulais savoir si, dans les budgets, s'il pouvait y avoir, pour les accompagnements, aussi une forme de reconnaissance dans cette prise en charge qui est très longue, difficile et douloureuse. Merci, Madame Mercier. Et puis, pour conclure cette série de 13 questions, Madame Kuckerman. Je ne suis pas Judas, Madame Béluan. Bien, très rapidement, d'abord pour appuyer des choses qui ont été dites précédemment. Moi, je pense qu'on a réellement une question, alors un peu en marge de la question, bien évidemment, des femmes, mais qui est celle, effectivement, du rapport et du droit des grands-parents, qui, de fait, alors, une fois qu'on s'est dit ça, mais aujourd'hui est bafoué. Et je pense que c'est un vrai sujet, tout comme le sujet, finalement, de personnes qui ont quitté le territoire national enfants et qui reviennent adultes. Mais sont-ils réellement adultes au-delà du simple âge, puisque quand ils reviennent finalement dans un pays dont les propres règles leur ont été, entre guillemets, supprimées dans leur conscience. Sur le suivi donc, de la radicalisation, moi, monsieur le garde des Sceaux, je voulais vous demander, c'est comment est-ce qu'à un moment donné, on évalue ce processus de déradicalisation sans remettre en cause, et bien évidemment, je pense qu'il y a des choses qui relèvent aussi du secret, et c'est bien normal sur ces sujets-là, mais quel processus, à un moment donné, va pouvoir faire dire par les représentants de la société que peuvent être les juges que le suivi s'atténue, voire s'arrête une fois la personne sortie de prison. Et notamment sur des profils dont on peut penser que la perversité est très forte. On est face quand même à des gens qui ont souvent caché le fait qu'ils allaient partir, qui ont su pendant parfois plusieurs mois, voire plusieurs années, développer une dualité de personnalité et partir du jour au lendemain. On a tous des cas, je crois, autour de nous. Et donc, comment est-ce qu'à un moment donné, on est en capacité d'évaluer que la personne est réellement déradicalisée, ou est-ce qu'elle reste dans une forme de duplicité? Alors, cela relève certainement de questions qui d'ordre plus psychique que juridique, mais quel contrôle, en tout cas, de la société à travers l'institution judiciaire on a sur ça? Quelle évaluation? Est-ce qu'il y a des rendus? Voilà, je ne serai pas plus longue pour la 13e. Merci, Madame Kuckerman. Eh bien, Monsieur le ministre, vous avez la parole. C'est une lourde tâche qui m'incombe maintenant, parce que vous avez été légitimement très curieux de ces situations qui, bien sûr, nous inquiètent infiniment. Donc, Monsieur le sénateur Wattebled et Monsieur le sénateur Thani Mohamed Soilihi, puisque vous avez eu la bonne idée de poser la même question. Délai de jugement, c'est la question la plus difficile que l'on peut naturellement poser, puisqu'il y a des situations qui sont très simples et qui vont donner lieu à une réponse simple, instruction rapide, phase de jugement rapide, et puis vous avez des situations qui vont durer dans le temps. Je pense aux situations complexes, factuellement complexes, mais également mettant en cause de nombreux mises en examen, et naturellement ensuite il faudra dans l'audiencement de l'affaire prendre en considération le nombre d'accusés si c'est une affaire criminelle. Donc je ne peux pas répondre évidemment à votre
question, tant il est vrai que tout dépend en réalité. Là, on est vraiment, pour le coup, sur du cas par cas. C'est une expression qu'on utilise souvent en la matière, mais là, en l'occurrence, judiciairement, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Vous avez vu que les attentats de 2015, mais il a fallu une très très longue instruction, il a fallu un procès qui est un procès fleuve, le V13 est un procès fleuve. Évidemment, il y a des situations où on a deux personnes, selon qu'elles reconnaissent les faits, qu'elles ne reconnaissent pas les faits, qu'on ait les éléments probatoires, qu'on ne les ait pas, que ça suscite des investigations. Tout cela nous amène vers des règles qui sont différentes dans chaque affaire. Bon. On m'a ensuite posé une question complexe, si j'ose dire, à la fois sur la façon dont on prend en charge et en même temps sur la matière de la déradicalisation, comment on s'y prend pour déradicaliser. Et cette question, elle rejoint au fond la 13e question. Est-ce que l'on peut avoir des certitudes ? Non. Bon. Pas plus dans la matière terroriste que dans le droit commun. Bon. Vous avez des gens qui font l'objet d'une remise en liberté. Ils ont été suivis. Des expertises permettent de penser que plus jamais il n'y aura de réitération. Puis malheureusement, ça arrive. Certains en veulent aux juges qui ont pris la décision. D'autres, plus sages, pensent que le juge, même s'il a beaucoup de qualités, n'a pas le don de médiumnité et que malheureusement, des accidents comme ça arrive. Alors, je vais essayer de vous dire comment on d'abord estime les choses. Il y a, premièrement, des quartiers d'évaluation de la radicalisation. C'est une évaluation approfondie de 15 semaines. C'est long, 15 semaines. Ça permet de regarder, d'appréhender, de parler, d'échanger, de voir le niveau d'engagement dans la radicalisation. Ce sont du personnel pénitentiaire, mais également psychologues, psychiatres, éducateurs, CEPIP. On est dans nécessairement du pluridisciplinaire, vous l'imaginez bien. À l'issue de cette évaluation, il y a 3 options possibles. Soit une détention ordinaire, le risque de prosélytisme est faible, soit une orientation en quartier de prise en charge de la radicalisation, QPR, et on a ouvert récemment un quartier de cette nature à Rennes, ça n'existait pas. Là, on est en présence de femmes à Rennes, mais d'hommes dans les quartiers hommes qui présentent un risque de prosélytisme et ou de passage à l'acte identifié. Et puis, on a la 3e solution, c'est le placement en quartier d'isolement pour les plus dangereux ou les plus dangereuses. Celles qui sont, en tous les cas, à ce stade, inaccessibles à la déradicalisation. La déradicalisation, quelque chose d'infiniment complexe, mais je voudrais m'arrêter une toute petite seconde sur les dispositifs des médiateurs du fait religieux. En réalité, si vous allez voir un terroriste et que vous lui dites vous vous êtes fourvoyé, le Coran c'est pas ce que vous en dites, la vision que vous avez de la religion n'est pas la bonne, c'est fini. C'est le blocage absolu. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait la possibilité d'introduire le doute. Alors d'abord, il faut que l'interlocuteur en face ait une connaissance théologique bien plus importante que le terroriste. Ce qui est assez souvent le cas d'ailleurs. Parce que ce sont des gens qui ne connaissent pas la religion pour beaucoup d'entre eux. Et moi j'avais été très très impressionné, je suis allé au Maroc, et ils ont mis en place un processus de cette nature, et ils ont choisi vraiment parmi les théologiens qui entraient en prison, des gens qui étaient extrêmement pointus dans leur domaine. Et ils instillent un doute, petit à petit, presque subrepticement, qui amène l'intéressé à se poser un certain nombre de questions.
C'est comme ça qu'on y arrive. Naturellement, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a, et moi, j'ai souhaité que l'on ait recours à des chercheurs en théologie. Je veux vraiment le plus haut niveau possible. Après, à l'impossible, nul n'est tenu. Bon, fait avec les médiateurs du fait religieux que nous avons, on les choisit en fonction de la capacité qu'ils ont à retourner une situation. Et puis, il y a évidemment psychologues, psychiatres, CEPIP. Là encore, on est dans du pluridisciplinaire. Et petit à petit, on analyse le désengagement quand il intervient. Bon. Voilà un peu les stratégies qui sont mises en place. À vrai dire, on n'a pas tellement d'autres choix. Et puis, il y a ensuite, vous le savez, les suivis qui ont été mis en place, à la fois judiciaires aujourd'hui, juge d'application des peines, on a un suivi judiciaire possible, ça n'était pas le cas autrefois, et bien sûr les MICAS traditionnels, le jour où on envisage une fin de peine qui est proche. J'ajoute évidemment que, mais je ne veux pas en dire trop sur cette question, le renseignement pénitentiaire est à l'œuvre, évidemment, et qu'il permet également d'avoir une vision très objectivée du maintien dans l'engagement ou du désengagement de la détenue ou du détenu. Vous m'avez, Madame la sénatrice Carrère, posé la question de la prise en charge des mineurs. Alors, mineurs de retour de zone d'opération font l'objet d'un suivi individualisé, systématique et évidemment très attentif. Je voudrais dire d'ailleurs, Madame la sénatrice, que la PJJ particulièrement attentive, les juges ont aussi une formation, j'y reviendrai dans un instant. Vous savez, un certain nombre de psychologues, et pas des moindres, ont dit en réalité que ces enfants étaient des bombes à retardement. Parce qu'ils ont vu évidemment des scènes traumatiques qui peuvent ressurgir. Et il faut vraiment que nous portions toute notre attention sur l'évolution qui est la leur et qu'on ait le plus d'assurance possible, sachant bien sûr que le risque zéro, il est promis par les populistes que nous ne sommes ni les uns ni les autres ici. Et si nous parlons entre gens raisonnables, nous savons qu'il y a toujours des risques, mais il faut que l'on y mette les moyens humains et matériels. Alors, il y a un suivi par le PNAT. Tout à l'heure, on m'a dit, mais pourquoi le procureur national antiterroriste interviendrait pour des enfants? Parce qu'il y a des enfants qui ont une responsabilité pénale engagée très clairement. Naturellement, on prendra en considération leur âge, mais on ne peut pas faire l'économie de cela. Hein. Dès la descente d'avion, j'ai dit tout à l'heure, les mineurs rapatriés sont pris en charge par la justice. Et le juge des enfants met tout de suite un dispositif de suivi spécifique qui est incarné par le prononcé d'une double mesure. C'est un placement dans une structure ou famille d'accueil de l'aide sociale à l'enfance et une mesure éducative confiée à la PJJ, à la protection judiciaire de la jeunesse. Bon. Pour les enfants, il est évidemment primordial de préserver, de cultiver leur lien de fratrie, faire très attention à ne pas séparer frères et sœurs. Et l'un d'entre vous m'a posé la question, pardon si je ne suis pas précisément la chronologie de vos interventions, mais du droit des grands-parents, il reste naturellement intact, la filiation n'est pas touchée, les grands-parents sont heureux pour beaucoup d'entre eux de pouvoir enfin tenter de sortir leurs petits-enfants de là où ils sont partis, à leur grand désespoir d'ailleurs, puisque ce sont les enfants de ces personnes qui ont emmené les mômes là-bas et souvent sans qu'ils le sachent. Monsieur le sénateur, vous disiez tout à l'heure, il faut être modeste dans ma commune, mais dans des familles, on se rend compte désespéré que des enfants qu'on croyait loin de toutes ces choses sont partis faire le djihad. Et on imagine la déconvenue, le mot est faible, des parents. Donc les grands-parents, ils sont heureux de récupérer leurs petits-enfants et on fait attention à tout cela. Madame Eustache-Brignot, vous m'avez posé la question. Les femmes sont systématiquement judiciarisées, détenues. Il y en a une là. Je n'ai pas tous les chiffres parce que, évidemment, ce sont des procédures qui sont en cours. Mais à ma connaissance, il y a une femme hospitalisée. Les autres sont détenues.
Alors, j'essaierai de vous donner le chiffre plus précis, mais je ne peux pas le faire. Et vous imaginez bien que le parquet national antiterroriste ne me communique pas au jour le jour la façon dont il gère les affaires dont il a la charge. Monsieur le sénateur Lerudelier, juger sur place, pas juger sur place. Alors, écoutez, moi, je veux rappeler que les victimes sont là-bas et qu'il n'y a rien d'anormal à ce que des ressortissants français soient jugés sur place. La ligne rouge que l'on essaie de ne pas dépasser, c'est évidemment l'exécution d'une peine de mort qui serait prononcée. Parce qu'il s'agit, qu'on le veuille ou non, d'un ressortissant français. Bon. Juger sur place, ça n'est pas gênant. Et d'ailleurs, la doctrine, c'est de ne rapatrier que ceux qui veulent. Voilà. Et là-dessus, je pense que nous avons raison. Parce que personne n'oublie, bien sûr, que ces gens sont allés nous combattre d'une certaine façon et que... voilà, absolument. Absolument. Et qu'ils ont d'ailleurs généré le malheur des enfants dont on vient de parler il y a une seconde et que nous avons tous à l'esprit. Parce que ça, c'est une réalité. Bon. Doctrine française, c'est que les adultes qui ont choisi de rejoindre les rangs d'une organisation terroriste doivent être jugés sur place, au plus proche des lieux où ils ont commis les faits et où se trouvent les victimes. Voilà la doctrine qui est la nôtre. Maintenant, il est difficile d'interdire à un ressortissant français qui veut revenir sur le sol français, c'est difficile de lui interdire. Mais encore faut-il que ces choses soient possibles. Et notamment, je pense à la sécurité de nos soldats. Et alors, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'arrêt qui a été rendu par la Cour européenne des droits de l'homme ne nous demande pas de changer de doctrine. Il nous demande simplement de mieux informer et de permettre un recours. Et nous allons, comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment nous y adapter parce que nous sommes respectueux de l'état de droit et nous sommes bien sûr respectueux des décisions qui sont rendues par la Cour européenne. Sur les chiffres, bon, ça revient très souvent, monsieur le sénateur, on ne peut pas vous les donner de façon très précise. Il y aurait aux alentours de 200. Les enfants, c'est encore plus complexe parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des enfants qui sont nés sur zone et qui n'ont pas d'état civil, qui ne sont pas répertoriés chez nous. Donc c'est extrêmement difficile de donner les chiffres précis. Vous m'avez reposé une question à laquelle, par anticipation, il y a une seconde, j'ai répondu. La doctrine, au fond, c'est qu'on juge sur place. D'ailleurs, dans le droit commun, c'est ce qui se fait. Hein. Si un Français va commettre une infraction à l'étranger, qu'il est appréhendé à l'étranger, il est naturellement jugé à l'étranger. Monsieur le sénateur Bonnecarrère, je veux vous dire que les cellules départementales de suivi pour la prévention de la radicalisation et l'accompagnement des familles sont le maillon essentiel du suivi dans les départements et naturellement il y a une interaction mais très proche à la fois des CPRAF, de la protection judiciaire de la jeunesse, des juges des enfants. Clairement, on a identifié qu'il était indispensable que nous intervenions avec humanité pour ces enfants, mais on a aussi estimé qu'il pouvait constituer un danger et donc il faut absolument qu'on suive ça de près. Il n'y a pas d'angélisme là, vous voyez ? De l'humanité sans doute, de l'angélisme certainement pas. Il faut qu'on soit très vigilant et on n'est pas dans un processus de placement classique. C'est une absolue évidence et je souhaite pouvoir vous rassurer sur ce point. Monsieur le sénateur Sueur, bon, pour les chiffres, je vous ai répondu. Au fond, je ne pouvais pas vous répondre de façon très précise. Difficilement ce que je pourrais ajouter d'autre. On a une estimation. J'ajoute aussi que pour les autorisations, quand elles sont présentées, on est davantage dans le périmètre du ministère des Affaires étrangères
que dans le périmètre qui est le mien. On est même totalement dans le périmètre des affaires étrangères sur les questions d'autorisation. Oui, pardon. Je peux me permettre, sur les à peu près 200 qui seraient encore sur place, l'État français, les autorités françaises ont-elles déjà été saisies de demandes de retour? Vous ne savez pas? Non. Vous avez vu qu'on est intervenu, non pas au cas par cas, mais au coup par coup aussi, qu'il y a eu plusieurs phases sur ceux qui ont été rapatriés. On a un certain nombre d'épisodes qui sont des épisodes différents, et ça dépend aussi, et pour beaucoup, de la sécurité des intervenants, et de nos soldats en particulier. Ce n'est pas simple d'approcher ces camps. Il y a véritablement du danger, donc il faut le faire avec une extrême prudence. C'est pas j'arrive, je frappe à la porte et je rapatrie tout le monde d'un coup. Ça, c'est ce qu'on lit dans les gazettes de la part de certains qui pensent que nous ne sommes pas assez vigilants à la situation des femmes et des enfants. Mais la réalité, c'est pas celle-là. Voilà, et il faut naturellement préserver, vous l'imaginez, la sécurité des différentes opérations. Sur le droit des grands-parents, monsieur Loïc Hervé m'a posé la question, j'ai déjà répondu, il reste évidemment intact, filiation. Et également une autre question intéressante sur la coopération européenne. Évidemment que nous échangeons avec les Européens, les Belges en particulier, les Néerlandais, les Allemands. Les Danois ont rapatrié certains de leurs ressortissants. Bon, ces décisions restent de la compétence nationale, c'est une évidence pour tout le monde. Et je pense que le dispositif français, qui est à la fois judiciaire et administratif, est sans doute le plus complet. Ce qui ne nous empêche pas, évidemment, dans nos relations, d'échanger sur les pratiques des uns et des autres. Madame la sénatrice Belriti, vous m'avez posé la question sur l'arrêt. Je n'en fais pas tout à fait la même lecture que vous. On va adapter, bien sûr, ce que l'arrêt nous demande d'adapter. Il n'y a pas de demande d'autorisation judiciaire. Je vous ai entendu dire ça tout à l'heure, à moins que je n'ai pas été attentif, ce qui m'arrive, hélas, parfois. Mais voilà, il nous faut répondre, bien sûr. Et pour le reste, l'arrêt rappelle, c'est quand même extrêmement important, que aucune obligation de droit international conventionnel ou coutumier ne contraint les États à rapatrier leurs ressortissants. Voilà. Mais se pose alors la question du droit du ressortissant s'il demande à rentrer, et là c'est un peu différent, et il faut que l'on motive les refus et qu'on permette un recours si j'ai bien lu la décision. Madame L'Herbier, préoccupation évidemment légitime de la compétence de tous ceux qui vont avoir en charge ces enfants, parce que j'ai dit tout à l'heure, c'est à la fois indispensable que nous le fassions. Dans nos valeurs universelles, nous portons la protection des enfants, bien sûr, mais également il nous faut une vigilance particulière en la matière. Les magistrats sont confrontés depuis bien des années à ces phénomènes. Des spécifications et des stages spécifiques sont dispensés par l'École nationale de la magistrature, ce qui répond très précisément pardonnez-moi à votre question, des liens évidemment très réguliers, des échanges établis avec les services du parquet national antiterroriste et les juges des enfants qui viennent sur ce domaine particulier se spécialisent et s'organisent bien sûr parce que vous l'avez noté et vous n'avez pas tort, il y a une spécificité dans le traitement judiciaire bien sûr que l'on réserve à cet enfant. À ces enfants, pardonnez-moi. Enfin, Madame Cukierman et Madame Mercier. Madame Cukierman, comment on évalue le processus de radicalisation? Bon, je vous ai prévenu, j'aimerais tellement pouvoir vous dire qu'on est sur du 100%. Bon. Non, mais c'est un petit clin d'œil amical que je vous adresse. C'est le problème, évidemment, de toute œuvre judiciaire, de toute œuvre humaine, tout simplement. On fait tout pour, et ça marche parfois, et ça marche souvent. Et c'est la même chose qu'en matière de récidive en droit commun.
Il y a beaucoup de gens qui ne récidivent pas. On n'en parle d'ailleurs jamais. On n'a jamais lu une gazette qui titre « Monsieur Duchemol n'a pas récidivé ». En revanche, si par malheur pour notre société et pour une nouvelle victime il a récidivé, on en parle, bien sûr. Voilà ce que je peux vous dire. Enfin, 2 mots sur Rennes et sur son budget de fonctionnement. Bon, Rennes, on a suivi pas à pas à la chancellerie la création de ce quartier avec une directrice qui est formidable. Et oui, il faut lui rendre hommage. Formidable, très investie, une envie de faire les choses. D'ailleurs, c'était déjà un modèle en termes de travail des détenus, puisque à Rennes, on fabrique des uniformes pour les agents pénitentiaires. Bon, il y a des tas d'ateliers. Vraiment, c'est quelque chose de dynamique, de bien fait. Alors, sur le budget de fonctionnement pour les quartiers de prise en charge, Rennes, c'est 20 000 euros 2021, c'est porté 60 000 en 2022. Voilà. Et puis, ce quartier à 16 places, il va être porté à 29 places. Et sont mobilisés et formés 12 surveillants, 3 gradés, un directeur d'insertion et de probation, 2 psychologues et 2 éducateurs. Voilà, Madame la sénatrice. Merci, Monsieur le ministre, pour avoir répondu à l'ensemble de ces questions, je crois de façon très claire, très précise en tous les cas pour ce que l'on peut dire dans de telles circonstances. Il me reste à lever la réunion de commission et à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente soirée. Merci.